Tiro, nouvelle recrue. Tu as 17 ans et tu viens de prendre la pire et la meilleure décision de ta vie. La Légion est passée d'il y a 2 mois près de son village, près de Capoue, et quelque chose s'est éveillé en lui en regardant marcher ces hommes. Ils avaient 1000 jambes, mais se déplaçaient comme s'ils ne formaient qu'un seul corps. Disciplinés, déterminés, ils se dirigeaient vers une destination importante. Tu t'es alors rendu au centre de recrutement le plus proche et tu as donné ton nom à un greffier qui levait à peine la tête. Tu es désormais un tiro, le grade le plus bas de cette légion romaine. Ce mot t'indique exactement où tu te situes. Tiro signifie novice, brut, inachevé. Tu es encore de l'argile non cuite. Il ne se contente pas de mesurer ta taille. Tu dois mesurer au moins 5 pieds romains, soit environ 5 pieds 7 selon les mesures modernes. Si tu ne réponds pas à ces critères, tu es éliminé. Ils examinent tes yeux, tes dents, tes mains. Ils veulent savoir si tu es capable de marcher 20 000 romains par jour avec 45 livres d'équipement. Tes sentiments à ce sujet ne les intéressent absolument pas. Tu es affecté à un groupe de 8 personnes vivant sous la même tente, un contubernium, avec lequel tu mangeras, dormiras, marcheras et combattras. Pour l'instant, ce sont des étrangers. Mais ce n'est que pour l'instant. Rien de tout cela n'a d'importance. La Légion n'a qu'une seule langue, et cette langue ne se parle pas. Elle se transmet par la marche. L'entraînement commence avant le lever du soleil. Mais avant de commencer l'entraînement, abonne-toi rapidement et gratuitement à la chaîne. Pour que je puisse continuer à partager des vidéos sur cette chaîne, j'ai besoin de voir que tu aimes les vidéos et que tu t'abonnes épaunes à la chaîne. Bon, continuons. L'entraînement commence avant le lever du soleil. Tu cours en plein équipement. Tu t'entraînes avec une épée en bois et un bouclier en osier plus lourd que les vrais. Quand tu tiens enfin un vrai gladius, il te semble léger. La mémoire musculaire est déjà ancrée. Tu creuses. Chaque fois que la Légion établit un campement, chaque nuit en campagne, tu creuses un fossé de 3 pieds de profondeur et de 3 pieds de largeur tout autour du camp. Chaque homme creuse. Tu fais partie de ceux qui construisent des villes éphémères car tu es encore novice. L'entraînement à la marche est ce qui brise la plupart des hommes. Le sac, appelé sarcina, contient les rations de céréales, le matériel de cuisine, une scie et une chaîne. Avec ton armure et tes armes, tu portes entre 60 et 70 livres. Les Romains appellent le soldat en marche mulus Marianus, c'est-à-dire le mulet de Marius. Non pas avec mépris, mais avec un profond respect pour le poids qu'un homme peut porter, tout en restant capable de brandir son épée au bout du chemin. Quand tu observes la façon dont se déplacent ces hommes qui sont ici depuis 3 ou 5 ans, tu comprends ce regard. Des hommes qui ont traversé quelque chose d'inexprimable, qui ne s'apprend qu'à la pratique. Toi aussi, tu l'acquiers, mais avec le temps, Miles Gregarius, simple légionnaire. Tu as 19 ans et tu as réussi ta probatio. Tu n'as plus d'épée en bois. Tu tiens désormais un véritable gladius, dont le poids est différent de ce à quoi tu t'attendais. Pas seulement physiquement, mais aussi d'une autre manière. Tu es un Miles Gregarius, un simple soldat de la Légion romaine, son épine dorsale, ce qui fait véritablement Rome. Mais Rome ne gravera jamais ton nom sur aucun monument. Tu appartiens à la 3e cohorte, au 2e centurie, de la Legio 9e Hispana, c'est-à-dire la 9e Légion espagnole, stationnée près d'Eboracum, en Bretagne. Le vent qui souffle depuis les marais du nord te transperce comme une lame. Lorsque tu t'es enrôlé à Capoue, tu ne t'attendais pas à cette mission. Ta cuirasse à plaques articulées, la lorica segmentata, pèse 15 livres. Elle est reliée par des charnières au niveau des épaules et de la poitrine. Tu apprends à l'enfiler en moins de 2 minutes. Tu nettoies et huiles minutieusement chaque articulation, une par une. La rouille n'est pas une excuse ici. La rouille, c'est le manque de discipline même. Le gladius est une épée de 20 pouces en acier espagnol, plus lourde pour transpercer que pour trancher. Tu avances vers l'homme qui se trouve devant toi, tu appuies ton bouclier contre le sien et tu le repousses. Puis vient un coup d'épée court, contrôlé et précis. Les Romains ne combattent pas comme des barbares. Ils combattent comme des ingénieurs, de manière systématique, ordonnée, à courte distance. La vie dans la Légion n'est pas uniquement faite de combats. Elle consiste aussi en des missions de garnison, la construction de routes et de ponts. Tu passes 6 semaines au sein d'une équipe chargée de transporter des pierres depuis une carrière située à un demi-mile de là. La route tiendra 1000 ans. Personne ne se souviendra de qui a transporté les pierres.
Le salaire est de 16 as par jour, mais la Légion prélève des retenues avant que l'argent ne te parvienne. Nourriture, équipement, cercueil. Ce qui te reste est inférieur à ce qui t'a été annoncé. La Légion donne, la Légion prélève. Le pilum est ton autre arme. C'est un javelot en fer doux qui se tord au moment de l'impact et ne peut être renvoyé. Lorsqu'il se plante dans le bouclier de l'ennemi, il tire le bouclier vers le bas et le déloge de sa position. Les Romains ont même transformé leurs armes de jet en une œuvre d'ingénierie pour créer un avantage tactique. Il te reste encore 19 ans à purger sur ton contrat de 25 ans. Tu ne te permets pas d'y penser. Lorsque la Légion avance, avec ses 6000 hommes dont les armures reflètent la lumière et dont les sandales martèlent la route en rythme, c'est comme si quelque chose changeait dans l'air. Tu fais partie, en cet instant, de quelque chose qui n'a même pas de nom dans aucune autre langue que le romain. Et cela te suffit. Immune, expert. Tu n'es peut-être pas un meilleur combattant que le Miles Gregarius à tes côtés, mais tu possèdes quelque chose qu'ils n'ont pas. Une compétence sans laquelle la Légion ne pourrait jamais fonctionner. Et cette compétence t'a valu un privilège qu'aucun courage ne pourrait t'apporter sur le champ de bataille. Tu es désormais dispensé des pires missions. C'est d'ailleurs exactement ce que signifie « immune ». Ce mot vient du latin immuni, qui signifie « exempt de toute obligation ». Bien sûr, quand la Légion combat, tu combats aussi. Quand elle marche, tu marches aussi. Mais la garde aux toilettes, creuser des tranchées, transporter du blé, aujourd'hui, c'est le travail des autres. Car la Légion n'a pas besoin de ton dos, mais de ton savoir-faire. Tu es un Capsarius, un infirmier de la Légion formé à Alexandrie, sous la direction du médecin-chef, un affranchi grec qui parle du corps humain comme les ingénieurs parlent des aqueducs. Tu apprends à panser les blessures avec du lin imbibé de vinaigre. Tu apprends à retirer les pointes de flèche sans sectionner les veines voisines. Une plaie qui sent bon signifie que l'homme est déjà mort. Une plaie qui sent le fer signifie qu'il peut encore être sauvé. Après une bataille, tu traverses les décombres avant l'arrivée des charognards. Tu portes une trousse de secours contenant des bandages, des sondes en bronze, un scalpel et un loculus renfermant un morceau de cuir plié sur lequel des hommes ont laissé leurs marques de dents. Sur ce cuir, on distingue les traces de dents de 15 hommes différents dont tu ne connais pas les noms, mais qui sont encore en vie grâce à ce que tu as fait à ce moment-là. Les autres, immunes, possèdent des compétences différentes. Le librarius gère les états de paix et les demandes de ravitaillement. L'architectus supervise la construction du camp. Le butinator souffle dans sa trompette de bronze pour donner les signaux d'avance, de retraite et d'arrêt. Ces erreurs peuvent décoûter la vie. Chacun d'entre eux est dispensé des tâches subalternes, car la Légion fonctionne mieux lorsque ses spécialistes se concentrent sur leur domaine. C'est une décision pragmatique déguisée en privilège, mais tu l'acceptes de bon cœur. Tu ne parles jamais des hommes que tu n'as pas pu sauver. Leurs noms ne sont inscrits nulle part, mais ils sont gravés en toi d'une manière pour laquelle il n'existe même pas de mot en latin. Tu es en réalité l'infrastructure silencieuse de l'organisation militaire la plus meurtrière que le monde antique ait jamais connue. Ce n'est pas l'épée, mais ce qui permet aux hommes qui la tiennent de rester debout. Et avec le temps, il s'avère que c'est là aussi une forme de pouvoir qui lui est propre. Avant de continuer, si tu es arrivé jusqu'ici, dis-nous dans les commentaires ce que tu souhaites voir ensuite. Clique dès maintenant sur « J'aime » et abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous publions chaque jour. Tesserarius, commandant de garde. Chaque nuit, un mot est choisi. Il s'agit d'un seul mot inscrit sur une petite tablette en bois appelée Tessera, qui parvient de la tente du général au centurion via la tribune, puis de lui à toi. Tu es le Tesserarius, le gardien du mot de passe, celui qui contrôle qui peut se déplacer dans ce camp une fois la nuit tombée. La nuit, le camp t'appartient. Tu es responsable de la garde de nuit. Les 4 quarts, d'une durée d'environ 3 heures chacun, sont assurés à tour de rôle par les hommes de la centurie. Tu attribues les postes, les gardes aux portes, les remparts, les itinéraires de patrouille à l'intérieur. Tu vérifies que chaque homme en faction reste éveillé.
Dans la Légion romaine, les hommes qui s'endorment pendant leur garde peuvent être battus à mort par leurs propres camarades. C'est une punition appelée fustuarium. Ce n'est pas une politique qui encourage le sommeil. Le commandement de nuit exige une discipline que le combat diurne n'enseigne pas. Le jour, tu vois le problème avant qu'il ne t'atteigne. Dans l'obscurité, tu l'entends d'abord. Tu as désormais passé suffisamment de nuits en garde pour faire la différence entre le cri d'un renard dans les environs et celui d'un homme qui tente d'imiter un renard. Cette nuit, la Légion est cantonnée en Pannonie, à 2 jours de marche à l'ouest du Danube. Le centurion t'en a informé en personne avant la tombée de la nuit. Les renseignements indiquent qu'une tentative de reconnaissance pourrait avoir lieu dans les environs cette nuit. Rien n'a encore été confirmé. Tu restes néanmoins sur le qui-vive. En langage légionnaire, cela signifie « considère que c'est confirmé et agis en conséquence ». À chaque relève, tu fais toi-même le tour des abords. Tu donnes le mot de passe à chaque homme de garde et tu reçois une confirmation en retour. À 3 reprises au cours de ta carrière, tu as interpellé des sentinelles de retour qui avaient oublié le mot de passe. Une fois, un tribune, extrêmement agacé d'attendre dans le froid, a dû justifier son identité auprès d'un tesserarius que son grade laissait totalement indifférent. La garde de l'aube est la plus difficile, cette heure qui précède le lever du soleil, où ton corps cesse d'être en état d'alerte 10 minutes plus tôt. Tu le sais bien. Chaque matin, tu fais un tour supplémentaire. Depuis 4 ans, tu n'as pas manqué une seule ronde. Le soleil se lève. Ta garde prend fin. Tu fais un signe de tête en direction du centurion. Ce n'est ni un compliment, ni un salut. Juste une reconnaissance. Un signe de tête qui signifie que la nuit a tenu bon. Le camp tient toujours debout. Ce signe de tête, c'est toute ta solde pour cette garde. Tu la prends et tu vas manger. L'optio, le commandant en second. Son centurion s'appelle Publius Varius Rufus. Il sert Rome depuis 19 ans, a combattu lors de 3 campagnes et grâce à ses compétences et à une sauvagerie maîtrisée que même les hommes les plus redoutables trouvent d'eau convaincante, il commande 80 hommes. S'il meurt lors du prochain combat, la centurie sera la tienne. Tu es l'optio. Tu es le commandant en second. C'est l'homme qui, pendant la bataille, se tient à l'arrière de la formation et veille à ce que la ligne tienne bon. Tandis que le centurion mène les troupes à l'avant, tu restes en primates à l'arrière. Tu tiens à la main un long bâton muni d'une boule de bois à son extrémité. Ta mission consiste à repousser vers l'avant les hommes qui ralentissent, à rétablir l'ordre lorsque la formation vacille et à préserver la cohésion de ces 80 hommes soumis à la pression. Quand ces 80 hommes ont peur, quand celui qui les précède vient de tomber, quand le vacarme de la bataille transforme la pensée rationnelle en instinct primitif, tu es cette voix qui se tient juste derrière eux et qui dit « Continuez d'avancer, rétablissez la ligne, comblez le vide ». Rufus t'avait choisi il y a 2 ans, comme il l'a indiqué dans tes documents de promotion, pour le sang-froid exceptionnel dont tu avais fait preuve lors de la bataille de la forêt de Teutobourg, où la centurie avait subi des pertes dès les 5 premières minutes et où l'ordre avait été ébranlé. Tu as repoussé 3 hommes à leur place. Tu as comblé seul la brèche pendant 40 secondes, le temps que la ligne se stabilise, puis tu es retourné calmement à ton poste comme si de rien n'était. Rufus t'observait à ce moment-là. Rufus t'observe toujours d'ailleurs. Tu gagnes ainsi 1 fois et demie le salaire standard d'un légionnaire. Lorsque Rufus est occupé, tu gères également les registres de la centurie, les tableaux de service, les listes de malades, les registres d'équipement. Tu connais chaque homme de la centurie par son nom, ses forces et ses faiblesses, et tu sais sur qui on peut compter sans hésitation. Quintus Sevilius, rapide mais indiscipliné, doit être surveillé lorsque le combat prend une tournure personnelle. Titus Manius, l'homme le plus stable de l'unité, n'a pas nécessité la moindre correction depuis 2 ans. Calvus, le Gaulois, qui est l'homme le plus fort de la cohorte, doit toujours faire l'objet d'une correction particulière. Tu gardes tout cela en tête,
rien n'est consigné sur papier. Au combat, en plus de l'équipement standard du légionnaire, tu portes cette crête de casque particulière à l'optio, tournée sur le côté et non vers l'avant. C'est un signe qui te permet d'être reconnu de dos, même dans le chaos. Quand les hommes voient cette crête bouger derrière eux, ils comprennent immédiatement qu'on leur couvre les arrières. Un jour, Rufus t'a dit, sans aucune intonation particulière, que tu pouvais t'attendre à être affecté à une nouvelle mission dans le courant de l'année. Puis, il a repris son inspection comme si de rien n'était. Tu as noté cela en silence, à côté de tout ce que tu n'as pas exprimé. Tu attends, tu travailles, tu tiens l'arrière de la ligne. Grâce à toi, la ligne tient bon. Centurion commandant d'une centurie, tu sers Rome depuis 23 ans. Tu as établi des camps dans les forêts de Germanie, sur les collines de Judée, dans les marais de Bretagne et dans un désert de Numidie si ordinaire que tes hommes s'y orientaient à l'odeur de leur propre sueur. Tu as enterré 17 hommes. Tu as écrit 17 lettres à des familles qui ne croiront jamais tout à fait à tes mots. Tu es centurion. Tu commandes 80 hommes. Dans la Légion romaine, aucun grade n'a un poids aussi quotidien, aussi direct, aussi humain que le tien. La Légion s'organise autour de toi. Cet ordre ne tourne pas autour du légat au sommet, ni autour des tribuns, mais tourne précisément autour de toi. Une légion composée de 60 centurions, c'est en réalité 60 centurions qui connaissent instinctivement chacun leurs 80 hommes, leur territoire et leur mission. Ta verge, la vitis, est pour toi à la fois un symbole d'autorité et un instrument de discipline. Ta baguette, taillée dans une véritable tige de vigne, nouée et solide, t'accompagne en permanence dans la garnison. Lorsqu'un homme échoue dans sa mission, c'est toi qui le corriges verbalement, financièrement ou physiquement. Les corrections physiques s'effectuent de ta main, avec la vitis. L'une des extrémités du bois est plus foncée que l'autre. Au combat, tu te bats bien en vue, au premier rang à droite de ta centurie. Les hommes se battent mieux lorsqu'ils peuvent voir leur centurion se battre. Le taux de perte chez les centurions est nettement plus élevé que chez les hommes qu'ils commandent, mais les performances de la centurie en valent la peine, car la performance est la seule véritable monnaie reconnue par la Légion. Tu t'appelles Marcus Petronius Sylla. Ce soir, tu passes en revue le rapport d'équipement et tu prends des notes pour ton optio un par un. Demain, la Légion se mettra en marche vers le nord-est en direction d'une position dacienne signalée. Tu as informé ton optio, tu as vérifié les fournitures médicales. Il n'y a plus rien d'autre à préparer. Tu es prêt. Tu éteins la lampe. Tu dors comme les soldats, d'un sommeil profond mais pas complet. Une partie de toi reste éveillée. Une partie qui est toujours à l'écoute du moindre changement dans les bruits du camp, signe que la nuit n'est plus une nuit comme les autres. Tu dors ainsi depuis 23 ans. Au fait, n'oublie pas de t'abonner rapidement à la chaîne. Primus Pilus, le centurion de la première lance. Cette légion compte 59 autres centurions. Tu es le premier d'entre eux, non seulement en âge, mais aussi en grade, en position et grâce à cette autorité particulière qui découle du fait que tu commandes la première centurie de la première cohorte de la Legio II Augusta, c'est-à-dire la deuxième légion d'Auguste, le long de cette frontière où Adrien a érigé un mur et appelé cela la paix. Tu es le primus pilus, la première lance, le centurion le plus ancien de toute la légion et l'officier de combat le plus expérimenté juste après le légat. Tu n'es pas arrivé ici grâce à tes relations familiales. Les tribuns obtiennent leurs fonctions de cette manière. Les légats obtiennent les leurs grâce à leur rang de sénateur et à des manœuvres politiques. Toi, tu as mérité le tien au cours de ces 31 années, en prouvant dans chaque légion et à chaque campagne que tu étais le meilleur dans ce domaine particulier et irremplaçable dont Rome a véritablement besoin, le commandement direct de l'infanterie au combat. Dans un système où presque tout est déterminé par le sang et la naissance, ce n'est pas un exploit négligeable. Ton autorité est officielle et étendue. Tu sièges au conseil militaire de la Légion. Tu as un accès direct au légat. Lorsqu'il est occupé par des tâches administratives, ce qui représente une part importante de n'importe quelle semaine, la gestion opérationnelle t'incombe. Tu connais le dossier de chaque centurion. Tu sais quel centurion manque à l'appel et pourquoi.
Tu sais parfaitement qui est prêt à passer au niveau supérieur et qui a atteint le plafond de ses capacités. Ton salaire est supérieur à celui de n'importe quel centurion, environ 60 fois la solde standard d'un légionnaire. À la fin de ton année de service, tu reçois une prime en espèces et tu prends ta retraite avec le statut d'équesteur qui équivaut au rang de chevalier. Mais tu n'y penses pas vraiment pour l'instant. Tu as en tête la frontière nord, les rapports de patrouille, cette tempête venue de Calédonie qui va réduire la visibilité à 0 d'ici 2 jours. Au combat, tu commandes la première centurie de la première cohorte, soit environ 160 hommes, soit le double de l'effectif normal. Tu combats juste à côté de l'étendard à l'aigle de la Légion. L'étendard ne recule jamais, toi non plus. Les hommes connaissent ton nom, même dans les cohortes où ils n'ont jamais servi. Dans le contexte d'action que les rapports officiels qualifient d'insignifiante, mais dont tous ceux qui étaient là savent qu'elles sont tout autre chose. Tu ne parles pas longuement de ces affrontements. Ils vivent dans les corps de ceux qui ne reviennent pas et dans le comportement de ceux qui reviennent. C'est là qu'est leur place. Tribune, classe des officiers. Tu as 22 ans. Ta famille est citoyenne romaine depuis 4 générations. Ton père est sénateur. Il y a 6 mois, comme il est d'usage pour un jeune homme de ton âge de servir dans l'armée avant de se lancer dans la vie politique, et grâce au fait que ton père connaissait personnellement le légat de ses années à Rome, il t'a fait nommer Tribunus Laticlavius, c'est-à-dire tribun à large bande, le plus ancien des 6 tribuns de la Légion. C'est ainsi que ce genre de choses s'arrange. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde le sait. Sauf peut-être le primus pilus, Gaius Lucilius Sura, qui a 31 ans de service dans la Légion derrière lui. Tous les centurions sous ses ordres le savent. Les hommes dans les rangs le savent, de la même manière qu'ils savent instinctivement qu'un de leurs supérieurs a été nommé sans avoir fait ses preuves. Toi aussi tu le sais. C'est ce qui te distingue des tribuns qui ne sont d'aucune utilité. Tes missions sont de nature administrative et de supervision. Tu assistes le légat dans la gestion des registres, de la correspondance et de la coordination logistique. Au cours de ton année de service, tu comprendras comment une légion de 6000 hommes est nourrie, armée, déplacée et gérée pendant une campagne qui dure plusieurs mois. Ce n'est pas seulement l'art de la guerre que tu apprends la gouvernance. Un homme qui comprend le fonctionnement administratif d'une légion comprend comment fonctionne Rome. En réalité, ce n'est pas seulement l'art de la guerre que tu apprends également la gouvernance. Un homme qui saisit le fonctionnement administratif d'une légion en vient, d'une certaine manière, à saisir comment fonctionne Rome. Mais tu apprends aussi quelque chose que ton père n'avait pas prévu. Tu as parcouru les environs avec un tesserarius qui, tout au long de la nuit, ne t'a adressé que 6 mots, et qui, par son silence, t'a enseigné davantage sur le leadership que n'importe quel professeur à Rome. Tu as observé ce geste mesuré qu'un centurion fait lorsqu'il corrige un soldat qui a failli à son devoir. Une violence dosée à la perfection, suffisamment ferme pour le remettre dans le droit chemin, mais suffisamment modérée pour ne pas porter atteinte à son honneur. Et tu as compris à cet instant que derrière cela se cachait un savoir-faire acquis au fil de décennies. Le lendemain matin, tu as pris des notes pour toi-même. Tu n'as montré ces notes à personne. Tu retourneras à Rome avec une compétence militaire qui t'ouvrira des portes dans le cursus honorum, c'est-à-dire dans l'échelle de la carrière politique. Tu prendras plus tard des décisions qui auront un impact direct sur les provinces. Les jours où ces décisions porteront sur des questions militaires, tu te souviendras de ce que tu as vu ici. Tu te souviendras que Sura t'a jaugé de ce regard. Tu t'efforceras d'être à la hauteur de ce regard. Legatus Legionis, commandant de légion, tu commandes 6000 hommes. Ou plutôt, tu gères le système qui les commande. Ceux que tu commandes, ce sont en réalité les officiers, les centurions qui commandent les centuries, les tribuns qui assurent de l'administration, et les primus pilus qui constituent la colonne vertébrale vivante de toute la hiérarchie. Tu es Quintus Fabius Maximus Claudianus, Legatus Legionis, nommé par l'empereur Trajan, pour commander la Legio Quatuor Decima Gemina le long de la frontière du Danube en Pannonie supérieure. Tu as 44 ans et tu es un ancien préteur. Tu n'as encore jamais commandé de légion, et cela est tout à fait normal ici.
Cette fonction n'est qu'une nomination politique d'une durée de 1 à 3 ans, s'inscrivant dans une progression de carrière allant d'un poste subalterne à celui de gouverneur de province. En réalité, la Légion fonctionne grâce au travail accompli par des hommes tels que Gaius Lucilius Sura en tant que primus pilus. Il commandait déjà les légions avant même que tu ne sois élu questeur, et il continuera à les commander bien après la fin de ta mission. Tu n'es pas assez stupide pour penser le contraire, ni assez orgueilleux pour t'en offusquer. C'est cette combinaison d'intelligence et d'humilité face à tes propres limites qui distingue un bon légat d'un légat dangereux. Au combat, tu commandes depuis une position d'où tu peux observer clairement les affrontements et diriger les mouvements des cohortes. Tu ne combats pas en première ligne. Ta mission consiste à remporter la victoire grâce à tes décisions. Quelle cohorte envoyer au combat, quand faire appel aux réserves, ou concentrer la pression. Prises dans le tumulte et la précipitation, ces décisions sont irrévocables. Ce soir, tu as reçu un courrier du gouverneur de Pannonie. Il y a une pression germanique dans le secteur nord-est. Il demande une évaluation du réseau de fortifications frontalières. Tu le relis 2 fois. Tu fais appeler Sura. Il arrive en quelques minutes et s'assoit face à toi avec le sang-froid d'un homme qui, depuis exactement 31 ans, décide dans les 30 secondes qui suivent ce qu'il va faire. Tu lui tends la lettre, il y jette un coup d'œil. 2 tours de guet supplémentaires et un dépôt de ravitaillement dans la région nord-est, dit-il laconiquement. Je peux préparer les estimations de construction d'ici demain matin. Tu acquiesces d'un signe de tête. Fais-le. La réunion est terminée. Sura s'en va. Tu rédiges une réponse préliminaire au gouverneur. Voilà ce qu'est le véritable commandement. Ni l'épée, ni l'aigle. Le commandement, c'est la correspondance qui t'attend sur ton bureau à la fin d'une longue journée. C'est la décision qu'il faut prendre même avec des informations incomplètes. C'est la confiance inébranlable que l'on accorde au jugement d'un homme dont la vie s'est déroulée sur des décennies que tu n'as pas vécues. À la 3e heure de la nuit, tu éteins la lampe en silence. Tu repenses qu'à la réponse que Sura a donnée, comme si elle allait de soi. Non pas parce que tu doutes de lui, mais parce que tu veux comprendre son raisonnement. Tu prends donc note pour lui demander demain comment il a pu trouver cela aussi rapidement. Tu es le légat de la 14e Légion, tu es proche du sommet qu'un homme de ta classe et de ton époque puisse atteindre. Tu as pourtant l'impression d'être encore en train d'apprendre. Rome n'a pas été bâtie par des hommes qui croyaient en leur propre fin. Elle a été bâtie par des hommes qui, même le jour de leur mort, continuaient à poser la question suivante. Si tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi gratuitement à la chaîne et dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. À bientôt.